Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mardi 7 décembre 2021. Dans les informations de ce jour, le sommet de Tokyo sur la nutrition a débuté aujourd'hui. Durant 2 jours, des dirigeants du monde entier se pencheront sur la menace de la précarité alimentaire causée par la Covid-19 sur les populations du monde. Pour Madagascar, la situation du Sud a été évoquée par le président de la République, Andry Rajoelina, qui a fait son discours par visioconférence lors de cette première journée. Un discours durant lequel il a appelé à des stratégies d'action opérationnelles loin de la théorie, œuvrer pour des résultats tangibles, mesurables et quantifiables afin d'enrayer la malnutrition sous toutes ses formes, a lancé le chef d'État malagasy. Écoutons-le. C'est un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir prononcer ce discours aujourd'hui au sujet d'une cause qui me tient particulièrement à cœur. Je tiens à saluer l'initiative du Japon pour l'organisation de ce sommet sur la nutrition pour la croissance qui intervient dans un contexte où plus que jamais les populations du monde sont en situation de précarité alimentaire à cause de la pandémie. Ce sommet nous rappelle que la malnutrition est une problématique mondiale. En 2020, 811 millions de personnes ont souffert de la faim. Plus de 155 millions d'enfants ont présenté un retard de croissance par rapport à la moyenne de leur âge, les empêchant ainsi de se développer physiquement et intellectuellement. Cela a également un impact sur leur scolarité. L'insécurité alimentaire a été particulièrement aggravée par la pandémie de la Covid-19. 124 millions de personnes sont désormais en situation d'extrême pauvreté. L'Afrique et l'Asie sont les continents les plus touchés, avec un Africain sur 5 confronté à la faim, soit plus du double que les autres régions du monde. Et l'Afrique est le seul continent où, selon les projections, le nombre d'individus confrontés à la faim ne cessera d'augmenter que dans les années à venir s'il n'y a pas d'action concrète de notre part. Nous le savons, l'insécurité alimentaire est causée par différents facteurs, les principaux étant les conflits et le changement climatique. D'ailleurs, Madagascar est un des pays les plus durement impactés par ce phénomène. Dans le sud de mon pays, le dérèglement climatique a entraîné de graves épisodes de sécheresse. Cela a entraîné une diminution de la pluviométrie, provoquant la réduction drastique des réserves en eau. Tout cela rend quasiment impossible toute activité de subsistance pour les familles. En effet, le changement climatique aggrave le kéré ou la famine qui affecte le sud de Madagascar depuis plusieurs décennies. Mes compatriotes de cette partie de la Grande Île subissent le lourd tribut de la crise climatique à laquelle ils n'ont pas participé. À ce jour, 1 300 000 de mes concitoyens souffrent de la malnutrition. Parmi elles, 200 000 personnes sont en phase 4, c'est-à-dire dans une situation de crise alimentaire. Près de 75 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë. Face à ces chiffres alarmants, nous devons trouver des solutions plus adéquates. C'est impératif car des millions de vies humaines sont en danger. C'est pourquoi, depuis près de 2 ans maintenant, l'État malagasy mène une lutte acharnée contre ce mal. Mesdames et messieurs, pour gagner ce combat, il est essentiel de changer de paradigme et de mode d'action en développant des projets multisectoriels, aussi bien dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation et de la protection sociale. En ce qui concerne Madagascar, l'État malagasy a déployé plusieurs solutions pour venir en aide aux Malagasy du Sud. Parmi elles, l'organisation de plusieurs caravanes du Sud pour acheminer l'aide humanitaire en produits de première nécessité. Également, la systématisation des transferts monétaires pour plus de 100 000 familles, une initiative répondant aux besoins humanitaires immédiats en cette période de crise. Avec le soutien des partenaires techniques et financiers, nous avons également lancé un appel éclair à la communauté internationale. Grâce à cela, près de 1 million de personnes ont reçu une aide alimentaire, médicale et ont pu accéder à l'eau potable
à l'assainissement et à l'hygiène. Pour venir en soutien nutritionnel aux élèves, mais aussi pour lutter contre l'abandon scolaire, nous avons mis en place à l'échelle nationale le programme de cantine dans les écoles. C'est également avec fierté que nous avons implanté il y a quelques mois la première usine de fabrication d'aliments nutritionnels, NutriSud, pour lutter contre la malnutrition infantile. L'usine produira 600 tonnes, soit 8 millions de dosettes de solutions nutritionnelles destinées à l'approvisionnement des cantines scolaires. La maîtrise démographique étant centrale dans notre stratégie d'action, un programme de planning familial sera mis en œuvre, car malheureusement, dans ces régions de grande précarité, on constate le jeune âge des mères. Elles ont entre 16 et 20 ans et elles ont déjà 3, 4, voire même 6 enfants de bas âge. Sans ce programme, tous nos efforts seront vains. La construction d'un grand pipeline pour alimenter en eau la région du Sud afin d'irriguer les terres est un de nos principaux chantiers. L'eau étant source de vie et plus que vitale, ce projet d'envergure permettra une véritable renaissance dans ces régions dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage pour créer de l'emploi et promouvoir la résilience communautaire. Les populations pourront enfin cultiver et vivre. La préservation de l'environnement et une gestion plus raisonnée des ressources naturelles mondiales est fondamentale si nous voulons endiguer durablement la précarité alimentaire. J'appelle donc mes homologues, les leaders d'opinion, le secteur privé mondial à se mobiliser en faveur de la protection des forêts, de la préservation des littorales et la vulgarisation des énergies renouvelables et des biocombustibles en alternance au bois de chauffe et au charbon de bois. Excellences, mesdames et messieurs, la problématique de la sécurité alimentaire est une urgence planétaire pour laquelle nous devons nous mobiliser massivement. Alors, il est temps que nous unissions nos forces pour faire de la sécurité alimentaire une priorité de tous les leaders. La lutte est encore longue, les défis sont encore grands, mais l'espoir que je place dans ces actions menées et à mener l'est encore plus. Assurons-nous donc, chers amis, qu'à l'issue de cet événement de haut niveau, découleront des stratégies d'action opérationnelles loin de la théorie que nous pourrons déployer rapidement. Nous devons mettre tout en œuvre pour des résultats tangibles, mesurables et quantifiables afin d'enrayer la malnutrition sous toutes ses formes. Je ne saurais conclure cette déclaration sans remercier toutes les parties prenantes et tous ceux qui ne ménagent ni leurs efforts ni leur temps dans cette lutte contre la malnutrition. Votre engagement est précieux et vital. Je vous remercie de votre attention. Parlons à présent des actions sociales effectuées par l'association FITI menée par la Première Dame Miali Radziwiłł. Justement, l'association FITI et Wednesday Morning Group effectue une sensibilisation des agents communautaires pour 3 jours. Cette première journée de sensibilisation qui entre dans le cadre des 16 jours d'activisme dans la lutte contre la violence contre les femmes s'est tenue aujourd'hui dans le Fukuntan Simial Nzafi. Reportage de Mervoulat Sferan sur les images de Andoura Zanjebe. Les Fukuntans sont les premières institutions vers lesquelles les gens se tournent pour les cas de violence. Les violences conjugales font souvent l'objet des plaintes auprès du Fukuntan de Mamas Simial Nzafi. Aussi, durant les 16 jours d'activisme dans la lutte contre la violence contre les femmes, les associations FITI et Wednesday Morning Group octroient une formation aux agents communautaires des Fukuntans. 50 agents communautaires venant de 4 Fukuntans aux alentours du district d'Antananarive 4, Simial Nzafi, Ambanapamarinan, Mamas Sud et Ankadlalan ont bénéficié de cette formation de formateurs. Par la suite, ces derniers vont à leur tour sensibiliser les habitants au niveau des Fukuntans sur la lutte contre la violence. Durant cette formation octroyée par les associations FITI et Wednesday Morning Group, des partages et des instructions sur les lois concernant la lutte contre la violence et concernant des droits de l'homme sont au programme. Par ailleurs, ceux qui bénéficient de la formation seront informés sur les différentes sortes de violences afin qu'ils puissent agir adéquatement au cas où la situation se présente au sein du Fukuntan. L'événement se poursuivra encore demain et ce jeudi.
Pour demain, ce sera au Fukuntan de Dotapenaka 2 de bénéficier de la formation et ce sera au tour de Nansan jeudi. Et toujours dans le cadre des actions sociales de l'association FITI, la formation en coiffure au sein du centre spécialisé dans la lutte contre les violences à Mamas n'a commencé hier. Il s'agit d'une formation dispensée par l'association FITI et ce centre spécialisé pour une durée d'1 mois. Cette formation en aide les femmes victimes de violences prises en charge par le centre car elles peuvent ainsi directement intégrer le monde professionnel. Reportage de Mirvolat Sferen et Indora Zajaïbe, toujours. Ces 10 femmes ont participé à la formation intégrée organisée par l'association FITI en septembre dernier. Elles ont choisi de suivre une formation professionnelle en coiffure depuis hier au sein du centre de Mamas. Elles vont apprendre les bases de la coiffure durant les 2 semaines de formation. Le CFPF Tsimbazaz est le partenaire de l'association FITI pour cette formation. Selon les formateurs, les compétences acquises durant cette formation permettront à ces femmes d'intégrer directement le monde professionnel. Il s'agit d'une formation qui vise à améliorer les conditions de vie des femmes, mais également à garantir leur réinsertion sociale après les violences qu'elles ont subies. Cette formation entre dans le cadre des 16 jours de lutte contre les violences faites aux femmes qui a commencé le 25 novembre dernier. Outre la formation en coiffure, l'association FITI a déjà organisé une formation en informatique. Le but est de lutter contre la violence, mais surtout de donner la main aux personnes vulnérables, victimes de violences, afin qu'elles puissent améliorer leurs conditions de vie. Parlons à présent de l'affaire Apollo 21. Le procès des impliqués dans cette affaire s'est poursuivi aujourd'hui. N'ayant pas eu droit à la parole hier, les accusés ont été appelés à la barre aujourd'hui pour être interrogés. Association de malfaiteurs dans le but est de commettre des crimes contre des personnes et leurs biens. Rébellion en vue d'assassiner la personne du président de la République et de renverser le gouvernement actuel. Détention illégale d'armes, tels sont les chefs d'accusation de ces 20 individus qui sont présentés devant la cour criminelle ordinaire d'Anoussi. C'est Sylvain nous en dit plus. Attentat contre la vie du président de la République et 4 autres hautes personnalités, notamment le général Ravalman Richard, ancien secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale, et le ministre Az Onjenenarvelu. Association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes, rébellion dans l'objectif de renverser le régime actuel, et 3 autres articles qui touchent particulièrement Paul Ravanoiran et son épouse pour la détention d'illégales d'armes. Ces chefs d'accusation ont été établis compte tenu des preuves et des faits relatifs à l'affaire Apollo 21. En effet, après la sortie du rapport de justice, le 20 juillet, par exemple, il s'est avéré que l'intention était de renverser le gouvernement et de prendre des vies, et que des membres de l'association de malfaiteurs ont déjà tenté de quitter le pays et ont déjà été payés pour la réalisation de l'assassinat du président de la République. Marc-Philippe François et son épouse ont justement été interceptés à l'aéroport. Par ailleurs, suite à la perquisition au sein du domicile de Paul Ravanoiran, une somme de 900 millions d'ariars répartie dans 3 sacs a été découverte. Une investigation informatique de son ordinateur personnel a également révélé des dossiers, tels le budget du projet Apollo 21. Investigation qui s'est étendue sur les mails et clés USB des 10 cerveaux de l'attentat et qui ont permis de découvrir à quel point ils ont cherché des investissements pour ce projet d'attentat. Mais ce n'est pas tout. Des réunions ont déjà eu lieu tandis qu'une composition du gouvernement est passée de mail en mail depuis mars 2021. En effet, les adresses et numéros de téléphone des officiers proposés pour les titres de chef d'état-major de l'armée, de ministre, de secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale et de commandant de la gendarmerie y figuraient également. Sans compter que des SMS contenant le code Apollo 1 et d'autres éléments encore confirment la véracité de l'attentat. Par ailleurs, des réunions ont souvent lieu. Ces accusations impliquent les 20 individus impliqués dans l'affaire. Par ailleurs, dans une missive sont inscrits 5 noms, celui de Paul Ravanoiran, de Wang Njiananjian, de François Philippe, d'Ivan William, Ranjazanakul, connu sous le nom de Sarirek, du Premier ministre de l'Ancien Régime et d'un général retraité Victor Ramaj. D'après le bruit qui circule, le procès durera 3 jours minimum.
Dans l'actualité économique de ce jour, le secteur de l'exportation a connu une progression pour cette année 2021, notamment pour les entreprises franches et leurs partenaires regroupés au sein du GUFP ou groupement des entreprises franches et partenaires. Ces entreprises essaient de redresser leur activité suite aux répercussions du virus Covid-19 de l'année 2020 et ce malgré le fait que le secteur du commerce international est exacerbé par les risques de ce virus. Mais au niveau national, les entreprises franches se plaignent du projet de loi les concernant qui, selon le président du GUFP aujourd'hui, durant leur assemblée générale, n'assurera pas un bon environnement d'investissement. Reportage sur les images de Nza Ranjianso. Le secteur de l'exportation à Madagascar a connu une augmentation de 16% entre janvier et juillet 2021 comparé à l'année précédente, selon les statistiques publiées par la Direction générale des douanes. Pour le secteur de l'exportation du textile, une progression de 24% a été recensée pour cette année 2021. Ce secteur de l'exportation de textile, qui représente 20% de la valeur totale de l'exportation de Madagascar. Afin de maintenir cette amélioration, le groupement des entreprises franches et partenaires demande que les mesures fiscales prises par le gouvernement malagasy, comme l'allongement du délai de déclaration fiscale ainsi que l'échelonnement des paiements d'impôts, devraient être poursuivis pour soutenir la trésorerie des entreprises. De plus, selon le président de ce groupement, l'État devrait laisser libre cours au transport des produits et marchandises si un confinement est à prévoir étant donné la flambée des cas de Covid-19 actuellement. Ce président s'est également exprimé sur le projet de loi sur la modification du Code de travail et des lois qui régissent les jeunes franches. Les prérogatives dont jouissent les entreprises franches ont été réduites, voire supprimées, selon le président Elrintre Coutarceau. Il a également évoqué, entre autres, la réduction des périodes de grâce des investisseurs ou encore le paiement des divers impôts qui n'aient pas été inscrits auparavant. Un code de travail, il y en a deux cas où vous risquez le peine d'emprisonnement. Maintenant, il y a 59 cas où vous risquez d'être emprisonné. Donc notre groupement est très vigilant et se met à la disposition de l'administration publique pour essayer d'améliorer un petit peu cette situation afin de ne pas pénaliser la relance économique parce que qui dit fermeture d'entreprise dit perte d'emploi et qui dit perte d'emploi dit crise sociale dont notre pays n'en a pas besoin, du moins d'après ce que nous pensons actuellement à la sortie de cette pandémie où nous ne sommes même pas encore sortis, mais nous sommes à l'orée d'une troisième vague qui pointe son nez. Rappelant que le GUFP regroupe 114 entreprises et génère plus de 150 000 emplois directs. Le groupement des entreprises franches et partenaires a effectué son assemblée générale qui a eu lieu tous les 2 ans aujourd'hui. L'élection du nouveau bureau s'est tenue également et Elrintre Coutarceau est réélu président pour un mandat de 2 ans. Dans la page éducation, 2 universités à Madagascar ont bénéficié de la mise en place d'un CEF ou centre d'employabilité francophone de la part de l'Agence universitaire de la francophonie. Le CEF est conçu pour fournir des services d'accompagnement, de formation et de certification dans le cadre de la préparation à l'insertion professionnelle des étudiants. Le principal objectif est de répondre aux besoins réels de la communauté estudiantine, notamment la difficulté dans la recherche de travail après les études. Parmi les 60 CEF implantés pour cette année, 2 seront implantés à Madagascar, dont les 2 bénéficiaires seront l'université d'Antananarivo et celle de Fianarantsoa. Reportage signé Miafiti Mirkofein et Yves Janel. Il est extrêmement difficile pour les jeunes d'intégrer le monde professionnel après les études et encore moins de créer des emplois ou lancer leur propre entreprise. C'est dans ce sens que le Centre d'employabilité francophone a été mis en place afin d'aider les étudiants pour leur insertion professionnelle, incluant également les coachs, les animateurs, les entrepreneurs, les formateurs, ainsi que les professionnels. Cette initiative correspond également à la vision de l'État actuel dans le cadre du développement du pays. L'adaptation des formations universitaires aux réalités du marché du travail à Madagascar a été soulevée maintes fois. Aussi, le président de la République à Madagascar a initié le projet FIARI qui vise à appuyer les projets des jeunes dans plusieurs secteurs d'activité. L'objectif est de rendre réel le développement économique de Madagascar.
Nous sommes conscients qu'après les études supérieures, nos jeunes doivent trouver un travail. L'initiative de créer un centre d'employabilité francophone ou CEF à l'université d'Antananarivo ou à l'université de Fianarantsoa, soutenue par l'AUF, permet de mieux accompagner le premier pas des étudiants sur le chemin de l'entrepreneuriat. Le CEF est doté de 4 pôles. Le pôle conseil information et tutorat emploi, le pôle formation complémentaire en compétences transversales, le pôle de certification professionnelle et celui de la pré-incubation et de la promotion entrepreneuriale. Le pôle 1, c'est le pôle d'aide à l'emploi. D'aide à l'emploi classique. Comment et où chercher la bonne information pour trouver un travail. Donc c'est toute l'aide classique d'aide à l'insertion professionnelle. Le pôle 2, c'est le pôle des formations complémentaires ou des formations transversales. C'est une série de formations qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire des compétences différentes des compétences techniques, des compétences en culture générale, des compétences en communication, très demandées par le marché de l'emploi, par les entreprises, mais que nous n'arrivons pas encore à les enseigner de manière régulière à l'université. Troisième pôle, ce sont les certifications professionnelles. Nous savons aujourd'hui que beaucoup d'entreprises ont besoin de garanties par rapport à la compétence des étudiants, notamment en matière de langue, de maîtrise des langues et la maîtrise des technologies de l'information appliquées à l'entreprise. Le quatrième et dernier pôle, c'est le pôle de l'entrepreneuriat ou de la pré-incubation. Madagascar bénéficie de 2 CEF parmi les 60 CEF implantés pour cette année 2021, lesquels sont destinés à l'université d'Antananarivo et celle de Fianarantsoa. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique espère également l'implantation de CEF dans les autres régions de Madagascar. La signature des 2 conventions a eu lieu ce jour au siège de l'AUF à Faravouich. Et pour clôturer cette page sociale, depuis la nuit dernière, les étudiants résidant auprès des cités d'Ankats 1 et 2 ont manifesté afin d'attirer l'attention des responsables sur les problèmes d'approvisionnement en eau dont ils sont victimes. Ils tentent ainsi barrer la route. En outre, ces étudiants ont également détruit les matériels installés par la Jirama pour les approvisionner d'eau potable. Un comportement inacceptable et des mesures doivent être absolument prises à ce propos, a avancé le député Landra Koutmang. Par ailleurs, ce dernier a expliqué que ces infrastructures font partie des solutions d'urgence. Reportage de Anienne Martina Yenza Aranjensu. Les étudiants des cités d'Ankats qui réclament une solution pour leur problème d'approvisionnement d'eau en sont venus à la destruction des bonbonnes installées justement pour solutionner les 10 problèmes. Ces comportements sont inacceptables, a souligné ce jour Landra Koutmang, député du 2e arrondissement, qui a exigé une attention particulière à l'endroit de ces étudiants de l'université d'Antananarivo. Les résultats ont déjà été obtenus, étant donné le nombre d'infrastructures dont les étudiants ont bénéficié. Mais la destruction des biens communs, comme ce qui s'est passé à Ankats, est tout de même inconcevable. Aussi, des mesures strictes seront prises à ce propos. Et dans les actualités internationales de ce soir, des femmes africaines qui font avancer la science. Agnès Antoinette Ntumba est une chercheuse d'origine camerounaise. Elle s'intéresse au paludisme, l'une des maladies les plus meurtrières en Afrique. En raison des nombreux cas de résistance observés chez les moustiques après l'utilisation d'insecticides chimiques, elle a décidé de mettre au point un bio-insecticide à base de plantes endémiques du Cameroun pour lutter contre ce virus. Reportage de France 24. Il est plus que urgent de revenir et de se recentrer sur le paludisme, sinon on va continuer à compter les nombres de morts. Mon père était déjà professeur de biologie animale. Donc du coup, quand j'ai fini ma formation, que j'ai eu mon bac, je me suis inscrite en biologie animale. Puis c'est après que la passion est venue. Je ne peux pas dire quand ça a commencé, mais je me suis rendu compte que je me sentais bien quand j'étais dans un laboratoire. Je me sentais bien quand j'étais en train de chercher à résoudre un problème dans un laboratoire.
l'un des principaux vecteurs du paludisme, l'anophèle femelle qu'on appelle Anopheles gambier. Et c'est un vecteur très résistant aux insecticides chimiques qu'on utilise de plus en plus. Et alors ma recherche permet de trouver des solutions pour contrer cette résistance. Ma recherche se tourne vers des plantes. Comment utiliser les plantes pour produire un insecticide naturel, un insecticide biologique qui sera respectueux de l'environnement, respectueux de la santé de l'homme, mais qui nous permettra de combattre le vecteur qui est à l'état larvaire, ça veut dire la première étape du moustique avant qu'il ne soit adulte. Si on réussit à diminuer le nombre de larves, on aura diminué le nombre de moustiques adultes. Ça veut dire que moins de moustiques adultes, moins de piqûres de moustiques. Mon bioinsecticide, c'est juste des plantes auxquelles on associe la technologie des nanoparticules pour booster leur énergie et pour optimiser l'efficacité des éléments qui sont présents dans la plante et qui peuvent avoir une action sur ces moustiques, sur ces larves de moustiques. Il y a le goyavier, il y a le citronnier, il y a l'oranger. En fait, on teste toutes les plantes qui peuvent avoir une certaine efficacité. Le paludisme, c'est vraiment un problème de santé publique au Cameroun. Plusieurs efforts sont faits dans le domaine pour éradiquer le paludisme et encore la bonne nouvelle du vaccin, mais beaucoup d'efforts restent à faire. Et je pense qu'il est important qu'on accentue la recherche au niveau de la lutte antivectorielle. Et moi, je me suis tournée vers cette recherche parce que le paludisme continue à tuer, alors que nous avons les moyens de pouvoir arrêter cela. L'objectif de ce travail, c'est déjà de le constituer en un super grand projet qui va créer des emplois. À court terme, qu'on puisse déjà sortir le bioinsecticide du laboratoire et qu'il parte d'une invention à une innovation. Si je suis arrivée à ce stade, pourquoi pas les autres? Et j'essaie de trouver les moyens. Déjà en 2020, là, à la journée du paludisme, on avait organisé un symposium où on essayait de sensibiliser les jeunes femmes. Il est très important que nous soyons accompagnés, que nos gouvernements, que des mécènes, que des personnes concernées nous accompagnent pour que la science soit véritablement un objet, un atout pour faire évoluer l'Afrique. Et en France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier plusieurs mesures visant à freiner la 5e vague de l'épidémie de Covid-19 dans ce pays, avec entre autres le renforcement du protocole sanitaire dans les écoles et l'ouverture de la vaccination pour les 5 à 11 ans à partir du 20 décembre. France 24 toujours. Je vous rappelle que le masque est obligatoire sur la cour. Masque obligatoire dans la cour, la mesure est désormais étendue à toutes les écoles primaires. En Loire-Atlantique, les élèves avaient déjà repris cette habitude depuis le 8 novembre, pas toujours évident. C'est gênant quand on court dans la cour de récréation. J'arrive pas à expirer et même aussi, quelquefois, c'est quand le nez coule, ça me gêne un peu. En région parisienne, ce matin, l'annonce divise les parents. L'avantage, il fait froid, ça les protège aussi du froid. Donc, en tout cas, ce qu'elle m'avait dit ce matin, maman, j'ai froid, je mets le masque. Donc voilà. C'est très compliqué pour eux de gérer ça. Moi, je sais que mon fils il a eu du mal avec le masque. On a demandé aussi un aménagement au début parce qu'il a du mal à respirer. Port du masque aussi et distanciation pendant les cours de sport en intérieur. Autre changement à la cantine. Les élèves devront déjeuner par classe pour éviter les brassages. Forcément, ça allonge le temps de restauration. Et puis, quand les locaux sont petits ou pas forcément ou moins adaptés, voilà, ça peut effectivement complexifier l'opération. Mais bon, on l'a déjà fait, hein, donc on va remettre en place les protocoles qui avaient déjà eu lieu il y a quelques mois.
En revanche, pas de retour à la fermeture de classe au premier cas de Covid. Et le danger est là pour les syndicats enseignants. On a une contamination très importante, plus de 33 000 élèves contaminés la semaine dernière. Et nous demandons toujours au ministre de revenir au protocole qui permettait de fermer la classe dès le premier cas de Covid. Parce qu'on a vu la semaine dernière des enfants qui étaient négatifs à J0 ou à J+1 et qui devenaient positifs dans la semaine. Le renforcement du protocole sanitaire dans les écoles permet pour l'instant au gouvernement d'écarter l'idée de vacances anticipées. Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, et Vladimir Poutine, le président russe, vont s'entretenir aujourd'hui. Les tensions à la frontière entre la Russie et l'Ukraine seront au cœur des débats. Washington redoute une invasion russe, tandis que Moscou s'élève contre un possible ralliement de l'Ukraine à l'OTAN. Les deux chefs d'État vont tenter d'apaiser un sujet brûlant. France 24 nous en dit plus. Gonfler le moral de ses troupes, c'est dans cette optique que le président ukrainien s'est rendu sur la ligne de front face aux séparatistes pro-russes dans la région de Donetsk, à un moment où les relations ne cessent de se dégrader avec Moscou. La Russie est accusée par Kiev et ses alliés d'avoir massé des troupes et des blindés à sa frontière avec l'Ukraine, et ce en vue d'une possible attaque. Le Kremlin dément, mais exige que Kiev ne rejoigne pas l'OTAN. De leur côté, les États-Unis ont prévenu, si les Russes tentent d'envahir leurs voisins, ils feront l'objet de sanctions financières inédites. Washington, qui se dit prêt à stationner plus de militaires en Europe de l'Est, n'envisage toutefois pas pour le moment de riposte militaire directe en cas d'attaque. We made clear that we support Ukraine's right to decide its own future. No one else should have a veto over what NATO decides to do, what a country like Ukraine seeks to do. Ces menaces tombent seulement quelques heures avant un entretien en visioconférence entre les présidents Biden et Poutine. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно. И поэтому давайте хотя бы надеяться на то, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, четко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это. Après un entretien ce lundi soir, les dirigeants américains, français, italiens, britanniques et allemands se sont dit déterminés à ce que la souveraineté de l'Ukraine soit respectée. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur notre chaîne. Très bonne suite de programmes à tous. Au revoir.